2020 a été sans contredit l'année d'une prise de conscience, celle que notre monde n'est pas à l'abri d'une pandémie mondiale. Voilà qu'un virus se répand comme une traînée de poudre. Il est apparu en Chine en 2019 pour, par la suite, conquérir le monde entier. On l'appelle COVID-19 de la famille des coronavirus, car leur apparence ressemble à une couronne. Son nom scientifique, SARS-CoV-2, car il a été précédé de son grand frère, SARS-CoV, apparu de 2002 à 2004. SARS pour syndrome respiratoire aigu sévère. Et par un autre peu connu, le MERS-CoV, syndrome respiratoire du Moyen-Orient, à partir de 2012. Les coronavirus sont des virus ARN. ARNM? Mais qu'est-ce que c'est? L'ARNM, appelé ARN messager, est une transcription de l'information contenue dans notre ADN, ou mieux, comme une image, une photocopie d'une recette en particulier, qui a une durée de vie de quelques minutes à quelques heures, d'une partie de notre ADN, un gène, servant à produire des protéines. À la différence de nos cellules qui contiennent de l'ADN pour générer ensuite de l'ARN, certains virus, comme celui de la COVID-19, ne possèdent pas d'ADN. Ils sont plutôt constitués d'ARN et utilisent les outils présents dans nos cellules afin de se multiplier et de produire leurs propres protéines virales pour continuer leur transmission aux humains. Quel est le lien entre l'ADN et l'ARNM? Imaginons que notre ADN est semblable à un livre de cuisine contenant toutes les recettes permettant de fabriquer les protéines de notre corps. Ces recettes expliquent alors comment construire, assembler, réguler nos cellules et organes et autres fonctions biologiques. Cependant, ce livre de cuisine doit demeurer inchangeable dans un état impeccable. Pour ce faire, les cellules gardent leur ADN dans un endroit appelé le noyau. C'est pourquoi chaque fois qu'une recette est effectuée dans la cellule, elle est faite à partir d'une transcription spécifique de cette dernière, sous forme de message, qui lui peut sortir du noyau. On appelle cette transcription l'ARN messager ou ARNM. Une fois à l'extérieur du noyau, l'ARNM sera utilisé pour accomplir sa mission, soit produire des protéines. De petites usines sont par la suite requises pour lire les messages des ARNM et fabriquer les protéines. Celles-ci sont appelées ribosomes. Les ribosomes se saisiront donc des ARNM pour traduire l'information qui est inscrite afin de produire les composantes nécessaires du corps humain. Une fois la recette terminée, l'ARNM est rapidement détruit par des enzymes qui s'appellent les RNases, protéines cellulaires spécialisées, destructrices des ARNM. De quoi les vaccins ARNM sont-ils constitués et comment fonctionnent-ils? Le vaccin contre la COVID-19 développé par Pfizer et BioNTech ou celui de Moderna, utilise un ARNM contenant l'information nécessaire pour produire une protéine spécifique du virus. L'ARNM du vaccin ne contient qu'une toute petite partie du virus. C'est pourquoi il peut mener à la production d'une protéine spécifique du virus et non pas à un virus en entier. Cette protéine est normalement présente à la surface du virus, dans les structures appelées spicules, spike en anglais. C'est une cible de choix étant donné que ces protéines sont celles dont le virus se sert comme clé pour ouvrir la porte de nos cellules et nous infecter. Lorsque le vaccin est formulé, il est enveloppé de composés lipidiques, du gras autrement dit, qui servent à le protéger
afin de s'assurer que ce dernier se rende sans entrave aux cellules. Sans la présence de ces lipides, l'ARNM serait dégradé par des RNases, protéines, en circulation dans le sang. En effet, ces protéines destructrices d'ARNM ne feraient qu'une bouchée des ARNM en les dégradant extrêmement rapidement si ce n'était de la protection de ces lipides. Les lipides ont aussi pour fonction de se fondre avec la membrane des cellules, également appelée membrane cellulaire. C'est donc grâce aux lipides qui enrobent l'ARNM que ce dernier peut pénétrer efficacement dans la cellule. Ainsi, les ribosomes, usines de transformation, se mettent tout de suite au travail et utilisent cet ARNM afin de produire la protéine de surface du virus, et non pas le virus au complet. La présence de ces protéines S pour spicules est alors détectée très rapidement par notre système immunitaire, car ce sont des protéines d'un virus et donc elles sont étrangères à notre organisme. Notre système immunitaire produira alors des anticorps pouvant se coller à la protéine S, celle, en fin de compte, du vrai virus, afin d'empêcher l'infection de la même manière qu'une gomme à mâcher collée au paneton d'une clé empêche l'ouverture d'une serrure de porte. En plus de bloquer l'infection, les virus ayant des anticorps liés à leur protéine S sont reconnus par des cellules mangeuses professionnelles, les phagocytes, qui les englobent et les détruisent efficacement. Du moment que quelques copies de la protéine ont été synthétisées, l'ARNM a terminé son travail. Ne servant plus à rien, il sera détruit rapidement par le corps, tout au plus en quelques jours. Donc, pour résumer, une fois les virus marqués par les anticorps des cellules mangeuses, qu'on appelle phagocytes, vont repérer ceux-ci, les manger et les éliminer. En termes scientifiques, ça s'appelle la phagocytose. Est-ce que le vaccin ARNM peut modifier notre génome? Beaucoup de désinformation suggèrent que l'ARNM contenu dans les vaccins peut modifier notre génome. C'est faux. Pourquoi? 1. Parce que le transport de l'ARNM est à sens unique. Il peut donc sortir du noyau, mais pas y rentrer. Ainsi, l'ARNM contenu dans le vaccin n'est jamais en contact avec notre ADN, qui lui est protégé, bien à l'abri, à l'intérieur du noyau de nos cellules. 2. Parce que la durée de vie des ARNM dans les cellules varie entre quelques minutes à quelques heures. En circulation dans le sang, ceux-ci sont dégradés en quelques secondes. Même lorsque protégés par les lipides, la durée de vie des ARNM pourrait s'étendre jusqu'à un maximum de quelques jours seulement. 3. Parce que les cellules humaines ne possèdent pas les enzymes permettant de transformer l'ARNM en ADN. Les seuls organismes qui possèdent cet atout sont les rétrovirus, ce qui n'est pas le cas des coronavirus et encore moins des vaccins. Essais cliniques. Il faut savoir que les vaccins ont dû passer plusieurs phases d'essais cliniques pour en valider leur innocuité, déterminer la quantité nécessaire pour créer une réponse immunitaire adéquate. Seulement pendant la phase 3 du vaccin Pfizer-BioNTech, environ 40 000 volontaires ont été recrutés, dont la moitié ont reçu le vaccin et l'autre moitié le placebo. Lorsque comparé au placebo, le vaccin de Pfizer a démontré une efficacité allant de 90 à 96%, selon les groupes d'âge, contre les cas sévères de la COVID-19, ce qui est excellent pour un vaccin. Les données cliniques du vaccin de Moderna, aussi un vaccin ARNM, a également produit des données cliniques semblables sur environ 20 000 patients additionnels. La différence entre les vaccins Pfizer-BioNTech et celui de Moderna est le type de lipide qui a été sélectionné par le fabricant pour protéger l'ARNM. Des effets secondaires ont été rapportés durant les études cliniques à la fois pour le vaccin et pour le placebo. Mais la comparaison permet de dire que le vaccin cause légèrement plus d'effets secondaires passagers
Parmi ceux qui ont été le plus souvent rapportés sont inclus des rougeurs, douleurs au site d'injection, fatigue, maux de tête et parfois de la fièvre. Ces effets ont été plus souvent rapportés lors de la deuxième dose pour le vaccin de Pfizer-BioNTech et surtout pour des personnes plus jeunes. Il n'y a pas encore assez de données cliniques pour les moins de 18 ans ni pour les femmes enceintes, ce qui ne permet pas encore de vacciner ces personnes. Pour tout médicament et vaccin, les études de ces groupes spécifiques ne débutent qu'une fois que les données des adultes sont examinées et approuvées. Les résultats des différentes phases ont été rendus publics et publiés sous forme d'articles scientifiques et sont également révisés par des pairs indépendants. Une fois les 3 phases d'essais cliniques complétées, une fois le vaccin autorisé, une 4e phase s'ajoute. Il s'agit de la campagne de vaccination réelle et le suivi qu'on appelle aussi pharmacovigilance. Durant cette 4e phase, on a constaté que les personnes très allergiques ont parfois des réactions pour le vaccin Pfizer-BioNTech. C'est pourquoi il a alors été recommandé de ne pas vacciner ces personnes à cette première étape de la campagne de vaccination. Ces recommandations font partie d'un processus normal. C'est d'ailleurs pour s'assurer d'intervenir rapidement en cas de réaction allergique que les gens vaccinés doivent attendre durant 15 minutes au centre de vaccination après leur injection. Plusieurs des volontaires recrutés avaient déjà des anticorps dans leur sang avant de débuter l'étude clinique. Ils avaient été infectés et étaient considérés comme ayant guéri de la maladie. Même si l'étude a démontré que ceux-ci pouvaient être vaccinés sans effets secondaires additionnels, ils ne sont pas considérés dans les groupes prioritaires puisqu'ils ont déjà développé une immunité temporaire. Cependant, celle-ci serait moindre et différente d'une infection à l'influenza, car l'infection à la COVID-19 étant plus inflammatoire, celle-ci serait moins bien mémorisée dans le système immunitaire que l'influenza. Elle semblerait chuter rapidement après quelques mois. Donc, à moyen terme, ceux infectés au début de l'épidémie devraient penser à se faire vacciner. Dans cette phase de pharmacovigilance, la phase 4, qu'on rappelle, certaines analyses cliniques plus poussées seront réalisées pour, entre autres, vérifier la réponse des personnes immunosupprimées ou celles ayant eu, par exemple, une première infection sans symptômes sévères ou asymptomatiques qui ne seraient pas immunisées suffisamment sur une période de temps plus longue et ainsi être affectées si elles sont réinfectées par le virus. D'autres vaccins sont en cours d'essais cliniques, comme celui de la compagnie AstraZeneca qui, lui, utilise un adénovirus de chimpanzé incapable d'infecter un humain, qui sert, lui, de cheval de Troie afin de commander la création de spicules par nos propres cellules. Il comporte 2 avantages. 1, il est très peu coûteux, et 2, il n'a pas à être refroidi à moins 70 degrés Celsius comme les vaccins ARNM de synthèse. Par contre, son grand désavantage est que si l'humain a déjà été en présence de ce virus en particulier, celui-ci sera détruit avant même d'avoir eu le temps d'accomplir sa tâche, qui est de créer des spécules de COVID-19. C'est pour cette raison que la première dose du vaccin n'est en fait qu'une demi-dose, car on s'est rendu compte que le corps réagissait moins rapidement en laissant le vaccin mieux faire sa tâche. Enfin, d'autres vaccins comme ceux de Medicago utilisent des plants de tabac transgéniques pour y créer des spicules de COVID-19 à même ces plantes. On récupère donc les spicules par un procédé de purification une fois les plantes à maturité, pour les utiliser dans le vaccin. Au moment d'écrire ces lignes, ce vaccin est en phase 3 d'essai clinique. Quelle est la durée de protection octroyée par les vaccins? L'étude clinique phase 3 d'injection du vaccin Pfizer-BioNTech a débuté en avril 2020. L'immunité sur les patients vaccinés a été acquise au mois de juin 2020. Aujourd'hui, en janvier 2021,
Les patients immunisés sont toujours considérés comme ayant une immunité suffisante pour les protéger d'une forme grave de la maladie. Son développement étant tout récent, il y a peu de chiffres au-delà de 6 mois pour le moment, ce qui est tout à fait normal. Donc on saura si la protection dure plus d'1 an dans 1 an. Qui plus est, on a constaté que l'injection d'une dose de rappel, soit 21 jours après la première injection, avait non seulement accéléré la réponse immunitaire, mais stabilisé l'immunité acquise. Dans cet ordre d'idée, dans une approche de pharmacovigilance, constatant qu'une baisse éventuelle de la réponse immunitaire après plusieurs mois ou plusieurs années, il sera alors très facile de faire une injection de rappel pour réanimer cette réponse. Parlons maintenant des bénéfices du vaccin. L'immunité pourrait être acquise chez une personne en étant infectée par le virus ou en se faisant vacciner. Les différences entre les deux situations sont les suivantes. L'infection par le virus cause le risque de développer une forme grave de la maladie ou même d'en mourir, alors que le vaccin, lui, diminue grandement ces risques. L'immunité serait donc fortement conférée par le vaccin. Le vaccin protège efficacement contre ces épisodes graves de la maladie, mais aussi contre le risque de séquelles à long terme sur les personnes affectées. Les nombreuses hospitalisations résultant de ces symptômes sévères attribués au virus de la COVID-19 ont d'ailleurs un impact majeur au niveau du système de santé publique. En bref, se faire vacciner diminue les risques des personnes les plus vulnérables de succomber à la maladie et de séquelles à long terme, en plus de permettre une reprise de l'économie et de la vie normale pour tous. Vitesse de développement des vaccins. Des études portant sur les vaccins ARNM sont menées depuis 30 ans. Plus précisément depuis 1989, où la société de biotechnologie Vical Incorporated a publié des travaux démontrant que l'ARNM, en utilisant une nanoparticule liposomale pour l'administration de médicaments, pouvait transférer l'ARNM dans une variété de cellules. Le développement d'un nouveau vaccin peut normalement prendre entre 5 et 30 ans et coûter entre 5 millions et 30 millions de dollars. Cependant, ceux développés pour combattre la COVID-19 ont bénéficié d'investissements s'élevant entre 250 millions de dollars et 1,1 milliard de dollars par laboratoire, ce qui représente en tout à peu près 9,5 milliards investis dans la course au vaccin, dont 2,15 milliards sur le fonds d'urgence de l'Europe. Ces investissements massifs expliquent en partie la vitesse de développement de ce vaccin, permettant ainsi d'accomplir plusieurs étapes en parallèle et de fabriquer à risque que le produit ne rencontre pas les standards, la recherche et le développement ainsi que les essais cliniques en ont bénéficié en permettant l'embauche d'un plus grand nombre de personnes pour accomplir le travail, mais aussi de fabriquer du matériel à l'avance et cela à risque. Les agences régulatrices, Santé Canada entre autres, ont aussi étudié les résultats des essais cliniques au fur et à mesure que ces études se déroulaient, au lieu d'attendre qu'elles soient complétées, ce qui a grandement accéléré le processus. Les vaccins ARNM de synthèse, c'est-à-dire non naturels, car il s'agit d'un assemblage de chaque morceau d'ARNM dans une séquence bien précise, sont beaucoup plus faciles et rapides à produire. Au lieu de produire et de purifier en usine des protéines virales à partir de virus atténués ou inactivés, ce qui est très long, comme c'est le cas pour les vaccins d'influenza. Les laboratoires produisent rapidement l'ARNM et laissent notre corps faire le reste du processus. Un autre aspect essentiel qui a aidé au développement des vaccins est la quantité de chercheurs qui ont attaqué le problème en même temps. En effet, la collaboration entre le partage d'informations sans précédent entre les chercheurs
possédant des compétences diverses et complémentaires, a permis de faire avancer le développement des vaccins contre la COVID-19 à une vitesse inégalée. Tous les efforts des chercheurs, incluant la recherche fondamentale effectuée au préalable sur les coronavirus, avant que ça soit un sujet chaud, on s'entend, et les différentes plateformes vaccinales étaient absolument nécessaires pour arriver au développement des vaccins. La recherche fondamentale s'avère donc très précieuse, et il apparaît pertinent d'informer le grand public quant à son utilité et à l'importance de son financement, car elle peut paraître parfois très loin des problèmes quotidiens, mais n'en est pas moins utile. Immunité collective et mesures de santé publique. La vaccination s'effectue selon les priorités. Les personnes âgées et le personnel de la santé font partie des personnes étant le plus à risque et sont les premiers à qui le vaccin est actuellement offert. Le reste de la population pourra ensuite bénéficier du vaccin par tranche d'âge et priorisant les services essentiels. Le vaccin Pfizer-BioNTech démontre une hausse de la réponse immunitaire après les 10 à 14 premiers jours après la première dose, suivie d'un plateau. La réponse immunitaire est décuplée après une première dose de rappel à 21 ou 28 jours après la première injection, comme le démontre ce graphique. Ceci indique qu'une fois vaccinée, une personne n'est pas automatiquement immunisée. Elle doit continuer à observer les règles de santé publique, lavage de mains, gestes barrières, masques, etc. De plus, les études ne permettent pas encore de déterminer si elle demeure à risque d'attraper le virus ou d'être contagieuse si elle est infectée. Et ce, même si elle est vaccinée et a attendu que son système immunitaire soit en mesure de combattre. Il semble tout de même raisonnable de présumer que cela sera le cas pour un certain pourcentage de personnes ayant été vaccinées. Les scientifiques pensent que la vaccination pourrait nous protéger adéquatement contre une réaction sévère au virus, mais que nous risquons d'être contagieux 3 à 4 jours, advenant une infection le temps que notre système immunitaire éradique le virus en nous. Une fois que 70 à 90% de la population sera vaccinée, une immunité collective sera alors bien présente et le virus n'aura plus d'hôte pour se multiplier. Nous serons dès lors proches d'un retour à la vie normale.